l'information continue et le rendez-vous politique de la matinée avec Prisca Thévenot, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel de France. Bonjour. Bonjour à tous. Et oui, moment tragique, comme vient de le conter Nicolas. On revient évidemment sur ces massacres qui se sont déroulés samedi 7 octobre en Israël. La nation juive qui s'est réveillée dans l'horreur la plus absolue après la découverte d'incursions sur le territoire israélien. Ces actes barbares qui ont suivi, kidnapping, décapitation, des corps brûlés vifs dans leur maison. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Prisca, ce 7 octobre 2023 ? L'incompréhension et l'horreur, effectivement, exactement selon les termes employés dans le billet de Nicolas ce matin, et je vous remercie de ce partage. On ne s'habitue jamais. On ne s'habitue jamais, mais c'est vrai que souvent, j'ai l'impression que ces derniers temps, et vraiment, nous devons tous prendre notre part sur ce principe-là, une actualité en chassant une autre, il y a des silences qui font mal. Et on passe beaucoup de temps à chasser une actualité, comme je le disais, par une autre, oubliant qu'en réalité, des drames continuent à se perpétrer, des familles continuent à être dévastées, des enfants continuent à mourir, des femmes continuent d'être menacées, violentées, démembrées. Et nous ne devons pas oublier. Nous avons une responsabilité ici pour ceux qui sont là-bas. Alors vous parlez de silence, vous faites référence à des silences politiques notamment ? Tous les silences. Ouais. Je pense qu'il y a des silences par les temps que nous vivons qui sont très pesants. Des silences politiques, des silences de personnalités, et notamment de personnalités qui sont énormément suivies, regardées par notre jeunesse. Encore une fois, loin de moi l'idée ici de dire aux uns et aux autres ce qu'ils devraient dire. Mais quand je vois le tweet facile, le commentaire facile, le buzz recherché, je pense que par moment, un petit mot de soutien, de dénonciation, ferait du bien aussi. Et j'aimerais le rappeler ici, en tant que maman également, la vie d'un enfant palestinien ne vaut pas plus que la vie d'un enfant israélien. La vie d'une femme israélienne ne vaut pas plus que la vie d'une femme palestinienne. Dans l'horreur, ne commençons pas à mettre en place des gradations du drame. Vraiment, je le dis de façon calme, et nous devons gagner sur ce principe-là, à nous rappeler que nous sommes français. Et qu'à ce titre, nous sommes les garants de valeurs, des valeurs qui ne sont pas simplement sur les frontons de nos écoles, mais qui doivent vivre au quotidien, dans nos actions, dans nos actes, dans nos témoignages. Et ça, je tenais vraiment à le rappeler, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour dénoncer et soutenir. Alors, on parle de silence politique. Alors, bien sûr, on a entendu ces derniers jours toutes les polémiques autour de la France Insoumise, notamment la France Insoumise qui a refusé de qualifier le Hamas comme un groupe terroriste. Qu'est-ce que vous en pensez de cette position de la France Insoumise ? Vous savez, quand je suis devenue députée, il y a un an, effectivement, j'ai quitté mes fonctions il y a quelques mois, mais j'étais députée il y a encore quelques semaines. On a commencé la législature avec une proposition de texte portée par la France Insoumise, parlant d'apartheid avec l'État d'Israël. Ne faisons pas comme si nous découvrions les choses. Ne faisons pas comme si nous nous rendions compte que l'indécence était la seule compétence de la France Insoumise. Ils passent leur temps à piétiner nos institutions, à vomir sur nos valeurs, et pire que tout, ils préparent déjà leur héritage. Leur héritage au sein de l'hémicycle, et je le dis de façon très claire, oui, il y a un loup dans la bergerie. Ce sont des députés qui souvent se servent du buzz pour, en réalité, non pas de façon naïve, ou un programme politique très précis, celle du chaos et du désordre. Et donc oui, nous devons continuer à nous mobiliser, à dénoncer, mais pas simplement pour faire du commentaire. Agir. La NUPES a franchi une ligne rouge là avec ce qui s'est passé en Israël. Pardon, mais c'est pas nouveau. Ouais. Il continue. Je vous le disais, on s'est levé il y a un an. C'était il y a un an. On s'est levé par rapport à ce texte sur l'apartheid. Ils avaient essayé, ils avaient récidivé juste avant l'été, puis c'était ressorti. Ils continuent. Aujourd'hui, on voit en tout cas que des voix à gauche tentent de se désolidariser, en tout cas pensent peut-être mettre fin à leur partenariat avec la NUPES. On pense notamment à Jérôme Guedj. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et qu'ils arrêtent de penser qu'ils le fassent. Ça va en fait un moment. Faire tous les plateaux de la Terre, et j'ai beaucoup de respect pour Jérôme Guedj que j'ai fréquenté. On est dans la même commission pendant un an, beaucoup. Mais je le dis honnêtement, à un moment il faut aussi être pas simplement des politiques, mais des responsables politiques. Et donc commenter sur les plateaux télé les propos de Jean-Luc Mélenchon en disant que c'est impossible, inqualifiable, etc. Pardon. Ce sont des hommes et des femmes d'action.
qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils aillent au-delà de la simple dénonciation, qu'ils quittent la NUPES. Alors 1400 morts en Israël, 3842 blessés. En visite en Israël, la chef de la diplomatie, Catherine Colonna, a annoncé par ailleurs un nouveau bilan de 19 Français qui ont été tués, 13 disparus et qui appelle à la libération immédiate de tous les otages, sans condition ni chantage. Comment la France peut parvenir à faire libérer ces otages selon vous ? On continue à travailler sur tous les moyens qui sont les nôtres, des moyens qui ne sont pas nouveaux, parce qu'effectivement, nos renseignements territoriaux travaillent déjà ensemble et je crois que le ministre des Armées l'a rappelé. Je ne vais pas aller bien plus loin dans cette explication, mais nous devons continuer faire pression sur le Qatar, travailler, peut-être à faire pression par tous les moyens du monde et en rappelant qu'on ne négocie pas. On ne négocie pas avec le Hamas. On s'interroge sur les répercussions en France. Gérald Darmanin qui a annoncé 65 interpellations en lien avec des actes antisémites. Est-ce que la communauté juive de France a des raisons d'être inquiète ce matin, Prisca ? Je pense qu'on ne va pas faire semblant qu'on ne vivait pas au quotidien avec nos amis, nos proches, nos familles. Oui, il y a de fortes raisons d'être inquiet et c'est de façon très concrète la raison pour laquelle la force Sentinelle est déployée en France dès aujourd'hui pour protéger l'ensemble des bâtiments, des endroits qui pourraient être à risque, et nous les connaissons, mais également aussi renforcer les moyens territoriaux. C'est ce que nous faisons depuis 2017, c'est ce que nous devons continuer à faire. Et nous devons aussi avoir cette attention du quotidien. Je dois le dire de façon très claire, tous à notre échelle, tous à notre niveau, nous avons une responsabilité aussi à porter. Des actes antisémites et également des paroles antisémites sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça c'est aussi important de lutter contre cette parole-là, cette parole anti-juive sur Internet. Mais l'antisémitisme doit être combattu sous toutes ses formes. Ça commence par une parole, ça commence par un regard en l'air, et on ne sait jamais comment ça termine. Et ça termine souvent par le pire. Donc tout acte antisémite doit être combattu de façon ferme et déterminée. Alors, Nicolas en parlait, l'école a été frappée au cœur après que l'enseignant Dominique Bernard ait été assassiné vendredi dernier, 3 ans, presque jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. Au-delà de l'émotion, il y a aussi l'action politique que vous menez avec les acteurs de terrain. Que faire pour que ce type d'événement ne se reproduise plus ? Face à l'horreur, notre devoir, c'est effectivement pas de commenter, mais d'agir. D'agir, le gouvernement le fait, uni et soudé derrière la première ministre, avec Gérald Darmanin, le ministre des Armées, le ministre de l'Éducation nationale, la ministre des Affaires étrangères et européennes. On en a parlé, je ne vais pas revenir en détail. Mais comme je vous le disais, nous avons tous aussi un devoir d'action au quotidien, à nos niveaux, à nos échelles. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais réunir un certain nombre d'associations plus ou moins grandes qui sont actives au quotidien pour lutter contre les discours de haine, l'antisémitisme, le racisme, parce que nous devons pouvoir être en capacité de travailler autour de 3 piliers. La transmission, la prévention, mais également la collecte d'informations. La transmission parce que c'est en travaillant au quotidien, en mettant des cadres, des structures dans lesquelles des actions concrètes peuvent se déployer pour défendre nos valeurs, qu'elles vivent réellement et qu'elles ne se lisent pas simplement dans les livres. La prévention parce que c'est bien d'arriver après, mais faisons tout pour que cela ne se produise pas. Et souvent, il s'agit aussi beaucoup de pouvoir expliquer, de pouvoir alerter quand il y a des discours ou des opinions qui ne devraient pas être et qui sont de l'ordre du délit. Et également la collecte d'informations. Parce que ce sont au travers de ces associations aussi que nous pouvons avoir des capteurs de montée de la haine comme nous le voyons aujourd'hui. Et donc ce travail, nous devons le mener de front, tous ensemble, et les associations aussi en font partie. 1 minute de silence sera respectée aujourd'hui dans chaque classe des écoles, des collèges, des lycées de France à partir de 14h selon ce qu'a décidé Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale. Avant cet hommage, un temps banalisé de 2 heures sera organisé dans chaque collège et lycée pour un temps d'échange, tout à la fois humain et pédagogique. Qu'est-ce que ça signifie ? Il faut pouvoir prendre ce temps pour aussi se parler. Le drame a eu lieu vendredi. Dans fin de matinée, le temps que les informations arrivent, soient relayées. Et soyons très clairs, c'est pas simplement en 2 heures qu'on va passer ce drame. Mais nous avons besoin aussi, symboliquement, fortement, de pouvoir échanger, de pouvoir avoir aussi ce moment pendant lequel les équipes pédagogiques et éducatives, j'insiste, dans une école, il y a les enseignants, mais également tout le monde éducatif, pour pouvoir savoir comment appréhender ces choses. Mais soyons très clairs, ça va se passer sur plusieurs jours, plusieurs semaines,
Et nous n'allons pas sortir indemnes comme cela. Alors on le sait, une question sur la loi immigration arrive le 6 novembre prochain au Sénat. Le gouvernement, est-ce qu'il doit prendre en compte justement ce qui s'est passé à Arras et ajuster le texte ? Le gouvernement a déjà proposé ce texte qui est passé au Sénat avant l'été. Maintenant, je le dis aujourd'hui en tant que membre du gouvernement, mais je peux le dire aussi en tant qu'ancienne députée, le Parlement va se saisir de ce texte. Il peut l'amender, le modifier, mais surtout, j'espère qu'il ne va pas le rejeter sans l'avoir examiné. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de travailler sur ce sujet, sans totem ni tabou, en réaffirmant nos lignes rouges, mais nous avons besoin de ce débat. Les Français le demandent, notre nation en a besoin. Donc l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est de laisser nos égos partisans de côté. La seule campagne que les hommes et les femmes politiques doivent mener en ce moment est une campagne pour la France, pour nos nations. Les campagnes autres, personnelles, auront le temps de se déployer par ailleurs. Alors on parle beaucoup d'immigration en France et c'est vrai, il y a aussi parfois ces discours très durs, très controversés. Comment lutter aussi contre le discours identitaire, radical de droite en France ? En le dénonçant, mais en l'expliquant aussi. Je le dis de façon très claire. J'ai eu l'occasion de retourner dans l'hémicycle jeudi dernier lors de la journée de niche parlementaire RN. C'est-à-dire qu'une niche parlementaire, c'est une journée pendant laquelle un groupe politique présente l'ensemble de ses textes. Et jeudi, c'était le Rassemblement national. Je le dis de façon assez simple. Le Rassemblement national s'est lissé sur la façade, mais ses fondements restent fondamentalement ceux du Front National. Parce qu'on les voit souvent, c'est vrai, ces responsables politiques, Marine Le Pen notamment, s'exprimer par exemple à la communauté juive en disant... voilà. Pardon, je vais le dire et je lui ai redit dans l'hémicycle. C'était pas forcément mon texte, mais j'ai voulu être dans l'hémicycle parce qu'à un moment ça va. Et je suis arrivée en fin de journée justement parce que c'est insoutenable. Le Rassemblement national est le parti du détail. Est-ce qu'un jour elle est revenue sur ses paroles ? Est-ce qu'un jour elle a renié cette partie de l'histoire de son mouvement politique dont elle a hérité? Jamais. Et ça, l'histoire dans son souvenir, et plus que l'histoire s'en souvient, je tiens vraiment à inciter tout le monde à regarder leurs textes, leurs amendements, aussi bien en commission que dans l'hémicycle. Tout est disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Ils sont indécents dans leurs paroles et incompétents dans leurs actes. Et ça, il faut qu'on puisse le regarder de manière très froide, très simple, mais pragmatique. Aujourd'hui, le Rassemblement national et le Front national. Merci beaucoup Prisca Thévenot pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été avec nous sur Radio J. Bien sûr, une interview à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et également en vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous restez bien sûr avec nous. On parlait de ces divisions politiques au sein de la gauche notamment. Et justement, demain, notre invité à 7h45 sera Jérôme Guedj, député de l'Essonne, PS, NUPES. Il nous dira ce qu'il compte faire, peut-être. On sait que le PCF, en tout cas, a montré déjà une certaine forme de division par rapport aux positions de la France insoumise. Comment ça va se passer? Jérôme Guedj nous dira tout. Vous restez bien sûr avec nous sur Radio J. L'information jusqu'à 9h. Et j'en profite pour vous donner notre invité de 8h30. Ce matin, ce sera le journaliste israélien Emmanuel Alperin. On va revenir sur le rôle de l'Égypte dans le conflit entre Israël et le Hamas. Pourquoi on entend très peu finalement l'Égypte sur ce conflit? Pour quelles raisons? Emmanuel Alperin nous parlera aussi de la sortie de crise du gouvernement israélien. On fera le point. Et puis bien sûr, comme tous les lundis, la chronique de Corinne Lepage en studio à 8h45 et la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Vous restez avec nous jusqu'à 9h.